Bonjour et bienvenue à notre troisième Take a Break session qui sera consacrée à Walmart, un géant du retailing et qui naturellement fait plus que résister à Amazon. Goedemorgen iedereen, wij hopen dat iedereen goed wakker is voor een bruisende update over de retail van vandaag. Na sessies over Alibaba en Amazon is het vandaag de beurt aan Walmart. Alors, pour parler de Walmart, c'est Vincent Maillet, le directeur de Havas Commerce à Paris, qui s'exprimera. C'est un véritable passionné et un spécialiste du retailer. Voor de derde keer hebben we Vincent Maillet te gast. Hij is directeur van Havas Commerce en geen enkel detail over retail lijkt hem te ontgaan. Pour ceux qui sont habitués, qui ont suivi nos deux précédentes sessions, cette session va durer 50 minutes. 50 minutes durant lesquelles Vincent Maillet va vous raconter tout ce qu'il sait sur Walmart. Et puis, nous passerons aux questions et réponses. Vincent zal een 50-tal minuten spreken, dat is in het Frans, maar geen paniek. Hij wordt ondertiteld, zodat geen enkele nuance u zal ontglippen. Voilà, donc les questions-réponses se passeront donc après. On se retrouve juste après l'intervention de Vincent, à qui nous cédons maintenant la parole. Et à tout de suite. Ongetwijfeld zult u straks enkele vragen hebben, die kunt u schriftelijk stellen via de Q&A onderaan en Vincent zal die graag beantwoorden. Tot zo. Vincent, c'est à vous. Bonjour. Alors, après Alibaba, Amazon, aujourd'hui on va parler de Walmart. C'est un modèle bien différent des deux autres, puisque on parle d'un vieux retailer traditionnel aux États-Unis, mais qui reste encore aujourd'hui, même si certains commencent à expliquer que ce n'est plus vraiment le cas, mais Walmart reste le numéro 1 mondial du retail devant Amazon, Alibaba et tous ses concurrents. Alors, le titre de cette présentation, c'est la résilience en fait du modèle click and mortar, parce que l'intérêt de Walmart, c'est de voir à quel point un modèle click and mortar comme Walmart a su se renouveler. Alors, la particularité de Walmart, en fait, c'est deux choses. Ça s'est créé vraiment, c'est un retailer qui s'est créé vraiment au moment où les Américains aspiraient à la consommation, et notamment les périurbains, donc tous les banlieusards en fait des villes, qui étaient beaucoup de cadres. Avait aussi envie de consommer, et finalement le patron de Walmart, on va le voir ici, Sam Walton a eu cette idée, puis cette espèce de vision marketing consiste à dire ils veulent consommer, on va créer des commerces, des supermarchés, des petites surfaces comme ici le premier magasin de Sam Walton en 1950, donc on est à Bentonville en Arkansas, ça c'est vraiment au milieu des États-Unis, et donc il a créé son premier commerce pour consommer. 1970, là, on est quasiment dans une ampleur nationale, puisque Walmart devient une chaîne nationale. Et puis 1990, Walmart devient le premier retailer aux États-Unis. C'est dire le poids et la puissance que représente Walmart aux US. Alors, encore une fois, la vision de Sam Walton, très marketing finalement, elle a deux niveaux. Le premier, c'est cette idée de je vais m'adresser à toute une population aujourd'hui qui a très envie de consommer, famille moyenne américaine, premier point. Et puis le deuxième, c'est de faire de Walmart une enseigne extrêmement proche, extrêmement partenaire des Américains, puisqu'il y a toujours eu cette idée de rapport, donc d'abord de rapport de confiance avec l'Everyday Low Price, qui est vraiment une des marques de fabrique de Walmart. Alors, bon, le discount et les prix bas, ça a toujours été un modèle de la distribution, mais Walmart a vraiment jamais lâché ce positionnement. Et il y a un deuxième point, c'est qu'en gros, quand on regarde non pas la communication, mais en tout cas tout le discours de Sam Walton depuis les débuts, il y a cette envie de connecter deux choses, c'est-à-dire le prix bas et puis l'amélioration de la vie quotidienne. C'est-à-dire il y a vraiment un lien, un vrai bénéfice entre cet engagement de prix bas, cette promesse de prix bas, et puis cette volonté de rendre la vie des Américains meilleure. Donc on arrive à cette signature,
Voilà, en tout cas cette mission, hein, Saving People Money, so they can live better. Ça c'est vraiment la signature. La vision, c'est ça, être vraiment la destination pour les clients qui veulent faire des économies, peu importe la façon dont ils font du commerce. On voit aussi comme beaucoup de distributeurs, hein, ils ont en tout cas testé et mis en place tous les types de formats. Hein. Il y a un format discount, il y a un format, on va dire, local de proximité. Il y a les Sam's Club, hein, qui donc portent le prénom du fondateur, qui sont vraiment des énormes magasins de gros, comme Costco par exemple. Et puis l'hypermarché, qui est vraiment comme un hypermarché en Europe, hein, comme peuvent le faire Carrefour, Auchan ou d'autres. Les valeurs, on le voit, hein, c'est le client qui est au centre, le respect, l'intégrité, le fait d'être associé à la marque et vraiment à ses engagements, le service et l'excellence. Ça, c'est pas moi qui l'invente, encore une fois, c'est dans les discours corporate de Walmart. En 2018, donc, ils font un changement complet de design. Alors, changement complet, ils ont gardé les mêmes couleurs. L'étoile qui était entre le Wall et Wall et Mart est passé à droite. Voilà, le logo est plus sympa, plus facile à lire, hein, c'est Walmart d'un seul tiret, et puis surtout cette signature qui est devenue et qui est restée, hein, qui est Save Money, Live Better de Walmart, qui a été lancé à l'époque. Voilà un peu ce que ça donne en termes de films. Ça, c'est les films que j'ai retrouvés donc de 2018, qui lance, alors je vous ai mis un film, je vous ai pas tous mis, qui lance un film sur cette signature. Will you find your dad's smile in aisle 14? A long-awaited journey in aisle 10? Yeah, because when you save money on the little things, it adds up to life's more amazing things. Walmart saves the average family $3,100 a year, no matter where you shop. What will you do with your savings? Save money, live better. Walmart. Walmart aujourd'hui quand même c'est pas une petite boîte, hein, c'est 524 milliards de dollars, hein, comparé à Amazon qui fait 388 milliards de dollars en 2020. Donc Walmart reste devant encore aujourd'hui, hein, même si tout le monde dit que Amazon est passé devant, c'est pas vrai. C'est presque 6000 points de vente aujourd'hui aux États-Unis et c'est presque 11 500 magasins dans le monde. C'est 230 millions de clients par semaine dans le monde. Donc ça reste une machine absolument incroyable et absolument énorme. Et puis surtout, non, le constat qu'on peut faire, il y en a deux. Le premier, c'est que 524 milliards de dollars pour un retailer, hein, c'est énorme comparé aux 388 d'Amazon. Ça reste énorme encore aujourd'hui. Et puis surtout, presque la moitié des magasins de Walmart aujourd'hui sont installés ailleurs qu'aux États-Unis, puisque vous voyez ici que Walmart est présent dans 26 pays. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est le champion de la distribution alimentaire, hein, puisque un quart des dollars dépensés par les Américains en nourriture sont dépensés aujourd'hui chez Walmart, avec quand même une forte présence, hein, vous le voyez, hein, plutôt au sud-est des États-Unis, mais Walmart est partout. C'est le plus gros encore employeur des États-Unis, avec 2,2 millions d'emplois. Si on compare à Walmart, qui a à peu près 1 million 300 000 collaborateurs aujourd'hui aux États-Unis. Alors, dans la bataille qui oppose aujourd'hui Walmart et Amazon, ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a toujours eu chez Walmart cette vision finalement du consommateur. Voilà. Et cette phrase, moi je la trouve incroyable. C'est dire que le premier client et le premier patron surtout d'un distributeur, hein, même du président, du chairman du distributeur, en fait, le premier boss c'est le client, et il peut à tout moment changer et décider d'aller dépenser son argent ailleurs. C'est un peu ce qu'a vécu Walmart, hein, parce que honnêtement pour eux ça n'a pas toujours été simple en face du développement d'Amazon. Aujourd'hui, Amazon qui représente presque 50% de part de marché du e-commerce aux États-Unis. Ça fait déjà beaucoup de bruit en France quand Amazon pèse 22%. Là, on parle de 50%. C'est dire la puissance d'Amazon et le caractère incontournable d'Amazon aux US. Alors,
Ces deux diapos, pour moi, sont assez intéressantes. Donc, vous voyez la progression de l'un et l'autre en termes de dépenses des Américains. Hein. C'est assez criant. Donc, on voit la progression d'Amazon qui est très très forte et celle de Walmart qui est plutôt stable. Mais cette diapo aussi, elle résume assez bien ce que je crois moi, c'est-à-dire qu'il y a finalement deux batailles. Il y a une première bataille qui a été gagnée par Amazon, c'est, on va dire, caricaturalement tout ce qui est non alimentaire. C'est-à-dire dans la bataille du non alimentaire, de tous les produits non alimentaires, Amazon a déjà gagné puisqu'il caracole très très haut dans les scores, il continue à progresser et donc Amazon a su attirer à lui tous les clients et tous les achats ou presque de non alimentaires. En revanche, quand on regarde complètement à droite tout ce qui touche à l'alimentaire, on voit bien qu'il y a un gap énorme. Il y a un multiple de 10 entre la part de marché d'Amazon. Donc bon, même si on est dans les chiffres de 2019, ça a progressé, mais on reste quand même dans ces niveaux-là. On voit bien qu'il y a presque 10, il y a un facteur 10 aujourd'hui entre la part de marché d'Amazon et la part de marché de Walmart dans l'alimentaire. C'est dire en fait la bataille qui s'annonce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Amazon a vraiment gagné la part de marché, gagné la bataille du non-alimentaire, il n'a pas encore gagné la bataille de l'alimentaire. Pourtant, ils font beaucoup d'efforts, donc pour ceux qui étaient là dans les sessions précédentes, Amazon a acheté Whole Foods en 2017, c'est de loin son plus gros achat d'entreprise, parce que c'est presque 14 milliards de dollars qui ont été dépensés pour acheter ces 500 points de vente. Et puis, vous avez depuis quelques années le développement d'Amazon Go, puis Amazon Go Grocery, et puis Amazon a annoncé il y a à peu près 10 jours qu'ils allaient lancer des gros magasins, donc des petits hypermarchés avec toute la technologie Amazon. Donc on voit bien que dans la stratégie de développement d'Amazon et dans sa volonté de se développer, y compris sur l'alimentaire, les magasins deviennent quand même très importants. Donc ils ont créé aussi Amazon Fresh, qui est aujourd'hui finalement le cheval de Troie pour Amazon, qui veut s'implanter un peu partout aux États-Unis et livrer les clients ou chez eux ou directement dans ces points de vente. Alors, il y a quelque chose quand même qui est assez intéressant à noter. Donc, je vous ai fait ces deux graphiques, en gros, qui permettent de comparer finalement l'origine des revenus de chacune des enseignes. Quand vous regardez Amazon, vous voyez que 50% des revenus sont faits par de la vente en ligne. Et puis, il y a 6% de ces revenus qui sont aussi faits par des magasins physiques comme Whole Foods ou les Amazon Go. Donc, en fait, on est à 56% finalement de revenus Amazon qui sont faits à partir de l'activité retail. Le reste, c'est de la souscription au service Prime, c'est des services qui sont vendus à des tiers, puisque la publicité aujourd'hui est une source de revenus assez importante pour Amazon. Vous avez Amazon Web Services, que tout le monde connaît, qui pèse 12% dans le chiffre d'affaires et presque 60% dans les résultats. Et puis après, vous avez d'autres revenus. Dans le cas de Walmart, finalement, vous avez que l'adhésion au programme de fidélité qui pèse à peu près 1%, mais 99% des revenus, donc des 550 milliards de dollars de Walmart, sont faits par du retail. Donc, quand on compare les deux, on voit bien que la dimension retail de Walmart est bien plus puissante que celle d'Amazon. Alors, quand on regarde en fait la transformation de Walmart, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir un peu comment ce monstre de près de 12 000 points de vente dans le monde, ce numéro 1 du retail qui vient du discount, de l'Amérique profonde, Bentonville, c'est quand même pas, c'est pas New York, c'est pas non plus Los Angeles. Comment Walmart s'est réinventé? Alors première chose, c'est l'arrivée de ce garçon. Enfin l'arrivée, il a toujours été là, qui s'appelait Douglas Macmillan, qui est qui a habité Bentonville en fait, qui est un pur produit de Walmart et qui a surtout cette vision consommateur, qui consiste à toujours faire gagner de l'argent et faire économiser les Américains, mais surtout leur proposer une expérience qui soit la plus sans couture possible, comme tous les retailers, j'ai envie de dire, à ceci près que Walmart l'a vraiment mis en place et vous allez voir comment. Alors, il a passé la totalité de sa carrière chez Walmart, notre ami Doug McMillon, donc c'est pas un mec de la tech parachuté comme ça dans le retail. En 1984, donc ça a été son premier job d'été chez Walmart. 2006-2009, il devient CEO
de Sam's Club. 2009-2014, il s'occupe de l'international. Et puis de 2014, il est nommé chairman de Walmart. Avec la volonté de vraiment de faire switcher et de faire évoluer le modèle. Alors, dans leur stratégie, on va dire qu'il y a eu six niveaux, 6 piliers qui ont été choisis, sur lesquels ils ont travaillé et qui sont assez intéressants de regarder de près et dans le détail. Le premier point, c'est réinventer le rôle du magasin. Ce qui est très, non pas surprenant, mais en tout cas, ce qui est central dans la stratégie de Walmart, ça a été de dire, on va faire des points de vente le cœur de notre stratégie d'évolution du modèle. Et vous allez voir, pour de bonnes raisons, pas simplement philosophiques, c'est pour de bonnes raisons. Le deuxième sujet, c'est injecter de l'innovation dans le modèle omnichannel, c'est-à-dire se poser les questions de où il faut innover, à quel endroit, comment il faut innover pour rendre la vie du consommateur plus facile et lui simplifier la vie grâce à la technologie. Après, il y a rendre les services plus puissants, plus forts, développer des services, proposer des services. Vous allez voir que là aussi, dans le côté finalement Live Better de Walmart, il y a plein de choses qui se sont passées. Improving the offer, c'est-à-dire vraiment augmenter l'offre, que ce soit en termes de services ou de produits, et vous allez voir que là aussi, il y a plein de choses qui se sont passées. Investir dans la technologie, voilà, et ça aussi, c'est une des forces d'Amazon aujourd'hui. Vous allez voir que c'est aussi une des forces de Walmart aujourd'hui. Et puis devenir une marque, une enseigne agile, une entreprise agile. Je ne sais pas s'ils y sont arrivés, mais en tout cas, malgré le nombre de collaborateurs, malgré la lourdeur du modèle, on voit que la boîte est restée agile et qu'elle peut évoluer. Alors, réinventer le rôle du magasin. Il y a une chose aujourd'hui qui est quand même le postulat de cette révolution et la raison pour laquelle Walmart a défendu ses points de vente. Ils auraient pu en fermer plein, en se disant on ferme les points de vente comme d'autres le font et puis on va se concentrer sur des entrepôts et on va livrer les clients. En gros, 90% aujourd'hui des Américains vivent à moins de 16 km d'un Walmart. Donc, dans le cas de la bataille du frais, on va le voir un peu plus loin, ça devient un véritable argument. Donc, ils ont mis en place aussi tout un tas de solutions, donc de livraison chez les gens, mais aussi de pick-up ou de click and collect qui fonctionnent plutôt bien. Alors là, vous allez voir, par exemple, il y a un film qui annonce le lancement du click and collect, et c'est vraiment Hollywood. On voit bien que Walmart a accéléré très fort et investi très fort dans la communication de ce nouveau service. Get the big blue bag! Big blue bag! Whoa! Is this the future? This is the present, future Bill. Here's your order, Bills. Excellent! Sustenance. Oh, goody. Here are your groceries. Eck. I'm just noticing that the bag is just much bigger than your ship. You sure you guys don't need any help? Nope. That's all coffee, right? Coffee! 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 Whoa. Give them the bags. I'm just gonna set them down for you. You ordered fresh organic produce? I am Groot. Cool. Is there any way you could come down here? Special! Here's your order. Thank you. Hey, what are you guys doing over there? They've got basil. What? Where are they? Yes, Artu. I am quite aware we are lost. I know. Donc, c'est à la fois permettre aux Américains de venir se servir directement dans les magasins quand ils viennent et donc au click and collect, et puis aussi livrer les Américains, puisqu'en gros, leur stratégie, c'est à partir du point de vente, permettre à tous les Américains qui le souhaitent, dans cette zone de chalandise, d'être livrés par Walmart. Et vous verrez, ils vont de plus en plus loin d'ailleurs dans ce service de livraison.
Le deuxième sujet, c'est injecter l'innovation. Alors, je vais vous montrer deux choses qui me paraissent intéressantes, très importantes d'ailleurs. Premier, c'est une app Walmart que vous pouvez utiliser en point de vente. Il y a un deuxième sujet que je trouve assez passionnant et qu'on a regardé de près en regardant le cas Walmart, c'est cette idée de rayons sans fin. Les forces d'Amazon, c'est le choix qu'il est capable d'offrir. On est presque à 350 millions de références. Toute la difficulté d'un hypermarché aujourd'hui qui a en moyenne 50 000 références, c'est d'arriver à matcher, à proposer autant de références, autant de choix qu'Amazon. Et en gros, ils ont eu cette idée que vous allez voir ici, qui est ces rayons sans limite, puisqu'en fait, à chaque entrée de rayon, vous avez cet écran tactile qui vous permet de voir toute l'offre dont Walmart peut vous faire bénéficier au-delà du rayon physique dans lequel vous êtes. Donc là où c'est génial, c'est que vous êtes en magasin, vous savez que vous voulez acheter, là en l'occurrence, une poussette ou quelque chose. Il n'y a pas forcément le choix que vous espériez dans le magasin, et tout de suite, vous allez sur l'écran et vous pouvez voir l'étendue du choix, l'infinité du choix que propose Walmart dans le cadre de ce produit-là, que vous pouvez commander, vous faire livrer ou venir chercher. Voilà. Ça, c'est très intéressant, parce que finalement, ça repousse les limites de l'hypermarché, ça repousse les limites du magasin pour en faire un lieu où on peut accéder à un choix absolument incroyable. Un autre sujet, donc Walmart Pay, ça ils sont nombreux à le proposer. On l'a vu en Chine, mais aujourd'hui vous pouvez payer directement via votre mobile en sortie de caisse. Et pareil, ça vous fait gagner du temps. Le scan and go, c'est la même chose. Vous scannez, vous vous faites livrer ou vous récupérez vos produits. Ce qu'ils appellent le Walmart Mobile Express aussi, c'est vachement intéressant. C'est-à-dire que finalement, vous préparez chez vous directement, quand vous voulez rendre un produit qui ne vous convient pas, vous pouvez préparer chez vous très en amont le parcours de retour, ce qui fait que voilà, quand vous rendez votre produit, il a été scanné, il suffit juste à la personne de vérifier que tout a été fait, que le ticket est bien scanné, etc., et vous rendez votre produit assez rapidement chez Walmart et vous gagnez du temps. Après, cette idée d'augmenter et de donner plus de puissance au service. Alors, il y a des choses assez intéressantes aussi, donc Hellotech, qui est cette appli qui permet aussi de bénéficier de pas mal de services. Vous avez la possibilité d'aller chez le coiffeur. Le coiffeur, c'est une occasion de visite supplémentaire en magasin. C'est déjà le cas en Europe, mais ça fait partie des services qui ont été enrichis aux États-Unis. Et puis, on sait la place de la voiture et l'importance de la voiture pour les Américains. Donc là aussi, c'est grâce en fait à un service CarServer où vous avez votre crédit, vous avez en fait finalement tous les papiers nécessaires parce que vous êtes client de Walmart, et donc on vous facilite la vie pour la voiture. Ils ont mis en place Walmart Pet Care, donc là aussi il y a beaucoup d'animaux domestiques, on sait à quel point c'est important, l'animal de compagnie aux États-Unis, dans les grandes villes notamment, comme ici en Europe, ça explose de façon incroyable, et donc là aussi il y a tout un tas de services qui sont proposés autour des animaux de compagnie. Et puis le Health Center, donc pareil, Amazon a attaqué très fortement la pharmacie en rachetant PillPack, qui est une super boîte, une super start-up qui propose vraiment un parcours sans couture pour les gens qui veulent recevoir chez eux directement leurs médicaments. Là aussi, Walmart a mis en place avec un coût, une proportion de produits génériques en fait dans l'offre et tout un service qui permet aux Américains de gagner du temps et de l'argent. On parlait de livraison tout à l'heure, ça aussi, c'est tout simple finalement. Il y a plein de gens qui y ont déjà pensé, mais aujourd'hui Amazon, quand il livre, s'arrête devant chez vous, il pose le paquet chez vous. Là, Walmart, dans la relation de confiance qu'il a avec ses clients, propose un service où finalement la personne de Walmart vient vous livrer directement dans le frigo et vient ranger les produits dans le frigo. Voilà, donc ça sous-entend une vraie confiance dans votre distributeur, mais on voit bien que Walmart essaie d'aller un peu plus loin dans le dernier mètre, un peu plus loin qu'Amazon pour proposer vraiment des services innovants et performants. Voilà, donc cette idée de livrer, puis il y a aussi l'idée des retours, c'est-à-dire vous pouvez aussi dire voilà, ce produit que j'ai acheté, je l'ai mis à tel endroit, j'aimerais bien que vous le repreniez et que vous me remboursiez. Pareil, vous voyez cette boîte en bas à gauche,
eh ben cette boîte, c'est une boîte que propose Walmart et qui permet aux Américains d'entreposer les produits qui sont livrés sans rentrer chez eux dans une caisse qui est déjà préservée et qui est déjà fermée. Voilà. Je crois qu'en plus cette caisse est réfrigérée, donc pour les notamment les produits surgelés à terme, eh ben Walmart pourra vous livrer sans risque et vous n'aurez pas besoin d'être là pour recevoir vos produits. Alors ils ont lancé un programme de feed qui doit avoir presque 2 ans maintenant, un peu moins de 2 ans, qui s'appelle Walmart Plus. Alors Walmart Plus est censé répondre à Amazon Prime. Une façon finalement de concurrencer et de se distinguer avec des choses assez intéressantes. Vous allez voir, on est toujours sur la même plateforme de marque. Ça, c'est la pub qui lance Walmart Plus, et on voit à quel point toujours dans son discours, Walmart cherche à se rapprocher des Américains et à leur rendre la vie meilleure. There are memberships for all kinds of things today. But what about memberships for bigger things? Human things. What about being a member of the family? With all of its truths and trials, bad days and good. What about being a member of the community? With all of its unexpected smiles and knocks, hellos and waves. What about being a member of humanity? With all of its questions, challenges, possibilities, and hope. What if there was a membership that gave us the time to do the things that really matter? One that celebrates the things that connect all of us. Welcome to a different kind of membership. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Walmart Plus? Dans Walmart Plus, vous avez la possibilité de vous faire livrer les produits non alimentaires directement chez vous sans qu'il y ait de minimum d'achat. Hein, donc, dès le premier dollar dépensé, vous pouvez être livré. C'est aussi la livraison du frais chez vous. C'est le fameux mobile Scan and Go qui vous permet d'aller en magasin, de scanner les produits et puis de partir. C'est aussi tout ce qui tourne autour du médicament, avec cette possibilité de faire des économies en achetant des médicaments chez Walmart. Et puis le point le plus intéressant sur lequel Amazon ne peut pas aller, puisqu'en fait sur tous les autres sujets Amazon peut aller, mais celui-là aujourd'hui c'est compliqué. C'est le prix de l'essence, puisqu'en fait dès le premier gallon d'essence acheté, vous économisez 5 cents. Donc pour les gros volumes et les grosses voitures américaines, ça leur permet de faire des énormes économies sur l'essence, et donc ça les fidélise, et donc ça leur donne envie de revenir, et donc ça crée un cercle vertueux qui est assez bénéfique pour Walmart. Et puis ils sont toujours sur cette idée de rendre la vie meilleure en faisant gagner du temps. Voilà, donc ils expliquent comment Walmart Plus permet de gagner 1h30 par semaine de courses et d'aller-retour parce qu'on vous livre. C'est $84 quand même par an, donc c'est pas neutre entre le prix du fuel et puis le programme de feed Sam Club Station aussi, puisque vous avez aussi des pompes à essence sur les Sam Club. Et puis $816 par an, c'est vraiment ce que vous économisez aujourd'hui en allant en magasin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est monté très très vite. C'est-à-dire que il y a eu quasiment, donc ça, ces chiffres datent de 2020. Il y a 14% aujourd'hui des clients Walmart qui se sont inscrits sur Walmart Plus ou qui sont devenus membres en quelques mois. Donc c'est allé très très vite, et on voit qu'il y a une marge de progression pour Walmart assez importante avec ce programme de feed. Après, il y a, on va dire, l'amélioration de l'offre et puis l'extension de l'offre produit. Alors, il y a eu un point très très important qui est l'achat de Jet.com en fait aux États-Unis pour 3 milliards de dollars, qui était donc un Amazon, un petit Amazon, c'est un distributeur alimentaire, un e-commerçant alimentaire, qui tout de suite a permis à Walmart d'accélérer sur sa technologie digitale. Après, ils ont acheté Bonobo, qui n'a rien à voir avec Bonobo en France, des marques de textiles. Alors là, on est un peu on suit un peu la stratégie d'Amazon sur le non alimentaire, qui est
d'essayer de s'améliorer sur toute la partie équipement de la personne textile, pour donner envie, pour rendre les courses attrayantes et donner envie aux femmes de se rendre en magasin. Donc vous voyez là dans les marques de distributeurs qui ont été achetées, il y a beaucoup de marques de textiles, quelques marques d'alimentaire bien sûr, du meuble et de la décoration, et puis il y a beaucoup de choses autour de la pièce auto, de la décoration, de la peinture, voilà, des outils, de la quincaillerie, voilà. Donc ils ont créé des marques dans tous les sens que vous trouvez aujourd'hui à la fois sur walmart.com et puis en magasin. Investir dans des technologies de demain, ça aussi c'est assez intéressant. Donc ils ont lancé, alors là j'ai découvert ça, c'est absolument incroyable. Ils ont lancé un satellite ou plusieurs qui leur permettent en fait d'être connectés en permanence à tous leurs magasins partout dans le monde. Donc c'est absolument incroyable. Ils ont lancé le Walmart Lab, dont voilà la présentation. We're out here on Long Island in Levittown in Walmart's neighborhood market. It's one of the busiest neighborhood markets in the Walmart format. It's a real store, real customers, real sales. And if we can get technology working in this store, we know that it can have broad application across the Walmart chain. We knew we needed a suite of cameras in the store along with a bunch of other sensors, which every second pump out 1.6 terabytes of data, which is the equivalent of 3 years worth of music. Customers and the public in general have been using AI for many years now. It's in everything from the movies that Netflix serves up to you, to the search results you see at walmart.com, to how we think about navigating using Google Maps, for example. The point of having AI in the retail environment is to really understand what can we do for our customers and associates. Better inventory, having the products they want on the shelves, having cleaner, safer stores. The cameras that we have pointing at those shelves, they allow us to see if we need to bring meat out from the backroom refrigerators. They also allow us to see if meat's been sitting too long on that shelf. So when we think about the associates in this store, I would say they're really at the cutting edge or the front line of the AI revolution in retail. And it really allows them and frees them up to engage more with our customers. It's our contention in the IRL that AI is going to be as transformative to retail as e-commerce was. And so we want to make sure that Walmart's at the vanguard of that we're leading the charge. Là aussi, c'est très intéressant, c'est comment réinventer le magasin avec des caméras, de la reconnaissance faciale. On le verra un peu plus loin, mais avec finalement une lecture du consommateur à l'intérieur du magasin qui est très intéressante. C'est-à-dire que c'est très intéressant de voir que c'est pas juste on vous reconnaît au moment du paiement, donc ça vous évite d'avoir à sortir votre carte bleue pour payer. Il y a tout un tas de services et tout un tas de fonctionnalités qui sont créés dans le magasin pour vraiment être en lien avec le consommateur et vraiment être capable de lire son parcours d'achat dans le point de vente. Donc l'idée c'est de réinventer le retail de demain. Walmart a signé un partenariat avec Nuro. Alors Nuro, je crois que je vous avais déjà montré. Je sais pas, non, je suis pas sûr d'avoir montré. C'est pour ceux qui ont assisté à la conférence sur la bataille du dernier kilomètre. Nuro, c'est un intervenant aux États-Unis qui crée ce genre de voiturettes qui sont géolocalisées, qui sont totalement autonomes. Et donc, avec un code que vous recevez sur votre mobile, vous recevez une notification pour vous dire que le petit camion Nuro est à proximité de chez vous. Vous tapez votre code sur le clavier, vous avez au centre, et ça vous permet de récupérer vos courses. Walmart défie Amazon et Google aussi dans la guerre des drones, puisque aux États-Unis, Walmart a livré très très tôt en fait avec des drones, même avant Amazon. Et puis devenir une compagnie agile. Donc vous voyez, donc ça c'est les 6 points qu'on vient d'évoquer. Et tout ça en fait a une vertu ou une volonté, c'est de créer un écosystème finalement global Walmart avec ces 6 étapes qui lui permet d'être une entreprise beaucoup plus agile, beaucoup plus tournée vers les services et donc le e-commerce. Alors ça se voit au travers des chiffres, parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de retailers au niveau mondial qui se sont lancés dans une activité e-commerce. Ils l'ont développé, mais pas toujours au niveau où ils souhaiteraient le développer, puisque pour beaucoup de retailers, le e-commerce est encore un concurrent des magasins. C'est pas le cas de Walmart, vous voyez, avec des taux de progression qui sont assez importants. On est à plus 97% de progression en 2019. Sachant qu'ils étaient déjà sur une progression à plus 43% en 2019, et donc on est à plus 69% en 2020. C'est dire à quel point le e-commerce progresse chez Walmart aussi. Alors je pense que la pandémie a largement contribué à cette progression. Ce qui est aussi, ce que je voulais vous montrer, moi qui me paraît très très intéressant à partager avec vous, c'est tout cet écosystème. Et c'est intéressant de voir aujourd'hui
comment il est important de voir un distributeur non pas juste comme une marque et des magasins, mais comme un écosystème global dans lequel il y a un certain nombre de services et de fonctionnalités qui sont développées ou achetées pour mieux servir le client. Je vous prends un exemple, par exemple, Digital Entertainment. Voilà, Amazon a notamment signé un partenariat avec Rakuten pour vendre ou pour proposer des films à ses clients, ou Voodoo, par exemple. Dans le médical, bon, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, c'est vraiment créer des services, des associations, et puis tout un parcours client pour le médical, parce que voilà, il y a beaucoup d'Américains qui achètent beaucoup de produits, donc c'est comment on fait en sorte que les médicaments soient moins chers. La partie paiement, qui est un point assez important, la partie magasin, on en a parlé, avec le développement du e-commerce et l'achat d'enseignes de e-commerce comme Jet.com ou Bonomo. La dimension marketplace, c'est-à-dire que ça aussi, pour moi, c'est un tour de force. Et il faut vraiment le noter dans le cas de Walmart. Vous le savez peut-être, Amazon a dû quitter la Chine, hein, par exemple, où Amazon a énormément de mal à se développer en Inde. Eh ben, Walmart a signé des partenariats avec deux énormes enseignes, avec JD.com en Chine. Ils ont signé un partenariat qui a l'air de fonctionner, en tout cas qui dure. Et JD.com, c'est le 3e plus gros distributeur chinois. Et puis Flipkart, il faut savoir que l'Inde, quand même, c'est sans doute le plus grand marché en progression et en croissance aujourd'hui en Asie. Et donc, Amazon a acheté le premier site e-commerce d'Inde qui s'appelle Flipkart et qui innove de façon très intéressante, qui fait progresser les lignes dans le e-commerce. Voilà, le social, alors vous avez entendu parler, hein, Walmart était censé racheter TikTok, je ne sais pas si ça se fera, toujours est-il que, en tout cas, tout ce qui est live streaming et tout ce qui est social commerce aujourd'hui, ce sont des services qui se développent chez Walmart. La partie pub, on en a parlé tout à l'heure, la partie logistique aussi, avec des partenariats, et puis la partie livraison aussi. Donc on voit bien que finalement dans toutes les catégories ou dans tous les services et expertises dont a besoin un retailer aujourd'hui traditionnel, même magasin, eh ben ils se sont développés sur tous ces aspects. Ils ont créé des services, ils ont créé de la valeur ajoutée sur tous ces métiers-là, et surtout ils font fonctionner tout ça. C'est-à-dire que c'est pas le tout de racheter une start-up, c'est aussi comment on la met au cœur, comment on la développe à l'intérieur de l'écosystème, et ils y arrivent très bien, ce qui est vraiment un tour de force et qui n'est pas gagné. Alors Walmart dans le monde, alors ils ont commencé à se développer et à créer des implantations dans le monde en 91. Hein, ils ont commencé par le Mexique, hein, donc. Quand vous êtes à Bentonville, vous êtes au sud des États-Unis, donc le Mexique n'est pas très loin. Le Canada en 94, le Brésil en 95, le Chili en 2008, l'Afrique du Sud en 2010. Donc voilà, ils se sont développés très fortement. Le Japon en 2002, même s'ils ont cédé leur activité. Alors, je voulais parler de l'Inde, parce que je trouve ça, moi, vachement intéressant ce qui est fait sur l'Inde, parce que Flipkart, encore une fois, c'était le bon investissement à faire, ils l'ont fait. Ils l'ont fait dans une région qui se développe, sur une technologie qui était très en pointe, et sur un acteur qui aujourd'hui fait partie, et le leader vraiment du e-commerce en Inde. L'Amérique du Sud aussi, on le voit, avec des implantations dans les principaux pays. Et puis, c'est le premier aujourd'hui retailer au Mexique. La Chine, on en a parlé avec JD.com, qui est quand même un investissement de 500 millions de dollars en Chine. Pareil, JD.com, c'est vraiment un distributeur, c'est un petit Amazon par la taille, mais finalement un Amazon par la capacité à développer de la technologie et à proposer des nouveaux services aux clients. Donc c'est très intéressant pour Walmart d'être nourri par ces deux pure players que sont Flipkart et JD.com. Bien entendu, ils sont aussi très présents sur l'Afrique. Hein. C'est le 3e plus gros distributeur en fait sur le continent africain quand même, et surtout il est présent dans 13 pays. Alors le futur, ce que dit Doug Millen est assez intéressant. Hein, c'est en fait on va se battre et on va faire la compétition autour de la technologie, mais surtout on va gagner avec nos employés. Et ça c'est intéressant, c'est-à-dire comment finalement créer le meilleur des deux mondes. C'est tout ce à quoi aspirent finalement la plupart des distributeurs traditionnels dans le monde, mais Walmart est en train de le faire.
Alors, on le voit, par exemple, en 2018, j'ai pas de chiffres plus récents, je suis désolé, mais en 2018, Walmart fait partie des 3 entreprises qui dépensent le plus d'argent en innovation aux États-Unis. Alors, je vous ai mis on a découvert quelques brevets et je trouve ça très intéressant de partager ça avec vous. Le premier, c'est cette idée de caddie connecté. Donc là, encore une fois, on vous a mis les petits dessins qui correspondent au dépôt de brevets de Walmart. Donc, on voit en fait comment les datas qui sont récupérées via le caddie sont pas simplement utilisées pour vendre de la pub, mais dans l'esprit, c'est d'améliorer le service. C'est-à-dire voir à quelle vitesse se déplace le caddie, combien de temps il reste stationné, et finalement, presque de ressentir l'humeur des clients. Et donc, la volonté de Walmart, c'est vraiment de voir si les clients sont stressés, d'identifier le stress ou les difficultés que les clients peuvent rencontrer en point de vente, notamment pour trouver un produit, et puis immédiatement leur proposer un service ou leur envoyer quelqu'un qui pourra les aider et donc rendre leur parcours d'achat plus facile. Et puis aussi cette idée de magasin qui est capable d'entendre l'humeur du client, d'entendre le niveau de brouhaha, la foule qu'il y a en magasin, tout ça pour proposer des services, limiter la pression, limiter le stress des clients. Alors bon, je vous l'ai mis pour l'anecdote, hein, on voit bien que une des difficultés demain, hein, ça va être de produire des aliments. Et donc là, Walmart a travaillé sur des abeilles, des robots abeilles qui permettront de polliniser les plantes demain. Donc voilà, ça veut dire que potentiellement Walmart pourrait se lancer dans l'achat de terres et dans le développement d'une activité agricole. Cette idée de magasin autonome, on l'a vu aussi chez Amazon, mais se dire bah tiens, on rend des magasins sur roulette ou sur roue et ils vont se déplacer directement chez les clients. Alors c'est assez intéressant le détecteur de moisissures. Il y a pas mal de dépôts de brevets de Walmart qui tournent autour du frigo et de la qualité du frais. Alors vous avez la moisissure, donc comment faire en sorte capable d'identifier la moisissure dans le frigo. Donc c'est un vrai service assez génial hein, de proposer ça aux clients. Donc il permet de dire aux clients attention, là vos légumes sont bons à jeter ou sont pas loin d'être moisis. Il faut peut-être en changer et on en apporte d'autres. Donc ça peut participer ou proposer pourquoi pas demain un abonnement aux produits frais, ce qu'Amazon n'a pas proposé aujourd'hui, ce qui n'existe pas chez Amazon. Ou alors ce qu'ils appellent la Fresh Online Experience, c'est-à-dire qu'ils ont très bien compris que dans le parcours d'achat, une des difficultés est liée en fait au fait de choisir son fruit, de choisir son légume. La raison pour laquelle les gens continuent à aller en magasin, c'est que vous aimez bien toucher votre tomate, la sentir, la voir, la choisir vous-même, parce qu'on a ce côté un peu, on va dire, agriculteur hein, dans l'âme, et donc on n'achète pas des produits frais juste comme ça, via des images. Et donc là, l'idée, c'est de proposer des services de modélisation du produit frais pour que la personne, quand elle le choisit, quand elle l'achète, a une vision la plus précise du produit, du vrai produit qu'elle achète et pas d'une photo de catalogue. Donc ça aussi, c'est intéressant. Le live streaming, hein, j'en parlais tout à l'heure, hein, ils sont en train de se développer, ils ont déposé des brevets sur soit du live streaming en magasin, soit en studio directement, et ça leur appartient. Alors après, il y a comment la livraison se fait via des drones, hein, exactement comme Amazon le propose aussi, mais via des outils ou des murs, comme vous le voyez sur la gauche, qui permettent de faire descendre le produit sans heurter ou sans faire mal à personne. Donc on voit, ils ont réfléchi à des systèmes de livraison directement dans les pièces. Les magasins aussi, ils ont beaucoup travaillé sur le magasin. Donc là, vous voyez, c'est un dépôt de brevet sur la partie haute des magasins dans lequel il y aurait tous les produits entreposés. Et finalement, les produits descendraient d'eux-mêmes directement dans les rayons ou directement dans les voitures pour aller livrer. Donc, on voit bien que les magasins sont en train d'évoluer entre des magasins et des entrepôts. Et puis, un dépôt de brevet sur comment gérer le planning de la livraison du dernier kilomètre. Alors, si je devais résumer les 3 modèles, hein, on a le modèle Amazon hein, que je vous ai résumé ici. Le modèle Amazon consiste en fait à améliorer, à repousser sans cesse le temps de livraison des clients. Donc il y a 2 niveaux finalement dans le pilier gauche que vous avez sur l'image. Là, vous avez la partie prise de commande qui est la plus simplifiée,
la plus rapide, la plus ergonomique, la plus humaine possible, hein, puisqu'on passe d'Amazon.com, où il fallait un clavier pour commander avec une souris, à Amazon Alexa, où il suffit de parler pour passer une commande. Et puis vous avez dans toute la supply chain, en fait, toute la partie livraison, quasiment de l'entrepôt au dernier kilomètre, l'achat de services ou de produits ou de technologies comme Ring, qui permettent de mettre en place des serrures connectées permettant d'ouvrir directement à la personne qui vous livre de chez Amazon. Et puis vous avez sur la partie droite ce que j'appelais la stratégie d'intégration circulaire, qui consiste à proposer à l'intérieur de Prime, donc du programme de feed, du contenu, des contenants, tout ça étant gratuit et donc illimité. Vous avez aujourd'hui de la musique, des films, tout ça dans le programme Prime. Donc encore une fois, le modèle il repose sur 2 piliers. Le premier, c'est simplifier, accélérer la livraison. Et le deuxième pilier, c'est vous proposer un niveau de contenu, une générosité telle dans l'écosystème Amazon que vous restez fidèle à Amazon. Le deuxième modèle, c'est celui d'Alibaba, qui est un modèle très différent finalement d'Amazon, où vous voyez, donc il y a tout l'écosystème avec sur le bas les marketplaces, tous les services qui sont proposés par Alipay. Donc il y a un peu comme Amazon quand même, il y a du contenu qui est offert, il y a un système de paiement avec Alipay qui est hyper performant, il y a une banque, il y a aujourd'hui 6 marketplaces très différentes qui permettent aux Chinois de choisir en fonction du type de produit qu'ils veulent acheter. Hein. Voilà, parce que vous avez Tmall qui est vraiment dédié aux marques, aux grandes marques. Voilà, vous avez Alibaba qui est plutôt une marketplace B2B. Et puis, finalement, le métier ou le business model d'Alibaba, c'est de faire remonter toute la data de tous ces intervenants dans le cycle d'achat et d'aider les vendeurs à mieux vendre et à mieux connaître ses clients. Donc voilà, ça c'est les 2 modèles que je vous parlais. Et en fait, celui de Walmart, si je devais le résumer, c'est pour moi le magasin augmenté. Alors c'est une vieille ficelle, le magasin augmenté, mais c'est assez intéressant. Pour moi, c'est le nouveau click and mortar. Ça repose en fait finalement sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est le contact humain aujourd'hui et la présence humaine reste une force dans les magasins. La question, c'est que et c'est souvent comme ça que fonctionnent les distributeurs. Ils partent du principe qu'à partir du moment où ils ont des conseillers ou des vendeurs en magasin, le travail est fait. C'est pas vrai. Si vous avez des conseillers et des vendeurs en magasin qui passent leur temps à mettre des colis ou à mettre des produits en rayon, c'est pas des conseillers. Ce sont des gens qui sont en magasin mais qui font pas le travail d'accompagner et de servir le client. Donc on va le voir. Ça c'est un point important pour Walmart, c'est-à-dire ils ont gardé l'humain, mais surtout ils s'en servent correctement dans le parcours d'achat. Après il y a la dimension expérientielle. Ça aussi, la difficulté qu'on a souvent dans un achat e-commerce, c'est qu'on a du mal à voir le produit, même si les photos sont bien faites, on a du mal à le toucher, on a du mal à vraiment saisir comment il fonctionne, et selon les produits, c'est assez difficile de se rendre compte finalement de l'intérêt du produit qu'on veut acheter quand on est limité au site e-commerce. Donc là, c'est comment le magasin devient source d'expérience. Les services, quand vous êtes sur un site e-commerce, vous avez des services qui sont principalement digitaux, des services virtuels. Dans le magasin, vous allez voir, vous pouvez en avoir beaucoup plus. La partie sensitive. Alors la partie sensitive, c'est la partie finalement émotionnelle, sensible du magasin. Ça aussi, c'est un point qu'il faut développer. C'est-à-dire que quand les gens viennent en magasin, c'est pas juste des gens qui poussent une carte, c'est pas juste une carte bleue qui marche avec des gens qui sont là pour charger leur colis. C'est aussi l'occasion finalement de comprendre comment ils fonctionnent, de voir leur humeur, de voir si les gens sont bien en magasin ou sont pas bien en magasin, voir si les gens se posent des questions, s'ils sont stressés. Et en fait, améliorer le magasin sur tous ces aspects sensibles, pour moi, et on le voit chez Walmart, peut devenir un critère de qualité et un critère de compétitivité par rapport à Amazon. Et puis, il y a la productivité. C'est-à-dire que le magasin, c'est pas simplement une boîte inerte dans laquelle on met des produits. Vous allez voir, dans le cas de Walmart, ils ont réfléchi à rendre le magasin plus productif, plus intéressant, plus serviciel, et donc ils essaient d'augmenter la capacité du magasin. En gros, si je résume, dans la façon dont Walmart aborde ces 5 piliers, il y a l'humain en tant que recours, en tant que médiateur, en tant qu'accueillant. Et moi, je trouve ça canon. Alors, c'est une force du commerce aux États-Unis. On a plus de mal en Europe à avoir toutes ces capacités-là dans le cadre de magasin. L'expérience du magasin, donc, c'est se servir de la proximité du magasin, comme il y a un Walmart à moins de 16 km de tous les Américains, finalement. Eh ben, c'est utiliser cette proximité,
être capable de toucher ou de se rapprocher des clients, permettre aux clients de découvrir un certain nombre de produits, et puis partager une expérience qui peut être sociale ou expérientielle. Les services, j'en parlais tout à l'heure, hein, c'est à la fois avec Walmart, vous avez le Scan & Go, hein, qui est un service virtuel, la possibilité de rendre vos produits avec tout un parcours digital, mais c'est aussi le réel. Vous avez toujours quelqu'un qui peut vous aider si vous avez un problème. La partie sensible, donc on le voit, c'est l'humeur, le stress, la communication non verbale de la personne qui pousse son caddie. Tous ces éléments-là font partie des critères dont le magasin, par des capteurs, devient sensible, s'en aperçoit, peut constater des problèmes, peut s'apercevoir qu'un client, par exemple, est stressé, et donc aller proposer à ce client-là un parcours ou l'aide de quelqu'un qui va lui rendre service. Et toujours pareil, ça fait partie du service client. Et puis la productivité, c'est-à-dire que le magasin devient un lieu finalement de production de data, puisqu'on essaie de comprendre comment fonctionne le client. On voit que les magasins aussi commencent à avoir des toits où on peut cultiver des végétaux, etc. Donc le magasin peut devenir un endroit qui va être productif, qui va permettre de produire des produits. C'est des magasins qui créent du lien, et puis potentiellement aussi c'est des magasins qui peuvent devenir énergétiques avec des panneaux solaires. Voilà, tout ça pour dire que finalement la vision de Walmart, c'est vraiment cette idée de magasin augmenté, de nouveau click and mortar, qui va beaucoup plus loin, qui met à profit finalement tout le meilleur de ce qu'on connaît du e-commerce dans ce qu'il a de plus innovant aujourd'hui. Et grâce à JD.com, grâce à Flipkart, Walmart a tout ce qu'il faut pour savoir comment ça se passe aujourd'hui dans l'e-commerce. Et puis, enrichir, réinventer vraiment le métier de base. Et c'est ça qui est assez passionnant, je trouve, c'est que il y a toujours eu chez les Américains, et notamment chez Walmart, cette idée de service, cette idée de rendre la vie meilleure à ses clients. Mais en fait, ils le font. Et ils le font maintenant, alors même s'ils ont pris une claque avec l'arrivée d'Amazon qui allait très très vite en termes d'innovation, ils sont en train de s'adapter parce que pour eux, ce n'est pas anticulturel que d'améliorer le service rendu à leurs clients. Voilà, j'en ai terminé. Donc, ce qui est assez intéressant, et si je devais résumer, c'est que quand on regarde les trois modèles, d'abord, il faut comprendre une chose, c'est que ces trois modèles aujourd'hui, vous les retrouvez, que ce soit Walmart, Amazon ou Alibaba ou d'autres, hein, vous prenez Rakuten au Japon, vous prenez Flipkart en Inde, vous prenez Tesco, Carrefour, bien sûr, et puis vous prenez Alibaba, AliExpress ou d'autres marketplaces dans le monde. Vous trouvez ces business models, ces trois business models finalement sont en train de se battre finalement sur tous les continents et dans tous les pays, avec des niveaux de progression et des niveaux de part de marché qui sont très différents d'un pays à l'autre. Hein. Et c'est ça qui est intéressant, hein, c'est de voir à quel point les marketplaces en Chine sont devenues la norme. Elles sont en train d'arriver en Europe. Amazon est en train d'évoluer aussi et de développer sa marketplace. C'est d'ailleurs ce qui lui permet de dire aujourd'hui Amazon qu'il est devant Walmart, parce qu'en fait on comptabilise dans le chiffre d'affaires d'Amazon aujourd'hui tout le chiffre d'affaires qui est fait par sa marketplace. Bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Et puis Walmart, c'est très intéressant. Alors peut-être qu'en 2021, Amazon va devenir un leader du retail dans le monde et passer devant Walmart. Pour l'instant, c'est pas encore fait, mais bon, peut-être que ça aura lieu. Toujours est-il que quand on regarde les courbes de croissance de Walmart, elles sont toujours là. C'est-à-dire Walmart progresse en croissance, il progresse en profit, continue à investir. Il pose les bases de plein de choses très intéressantes, que ce soit dans le développement du e-commerce, dans la livraison, dans le click and collect, dans l'amélioration des magasins avec ces fameux écrans qui permettent d'offrir un choix fabuleux rayon par rayon. Tout ça montre bien que la bataille qui s'annonce, qui sera une bataille autour de la livraison du frais. Encore une fois, Amazon a gagné sur le non alimentaire, en tout cas en Europe et aux États-Unis. Il n'a pas encore gagné la bataille du frais. Et je pense que c'est maintenant que les distributeurs doivent réinventer leur modèle pour à la fois se mettre à niveau par rapport à Amazon, et c'est faisable de se mettre à niveau, parce que l'innovation et les dépôts de brevets d'Amazon et la technologie qu'Amazon déploie aujourd'hui, elle n'est pas si géniale que ça. N'importe quel distributeur, mais il faut des moyens, n'importe quel distributeur peut se mettre à niveau par rapport à Amazon. C'est purement de l'investissement, notamment dans les entrepôts et dans des outils logistiques aujourd'hui. Donc ça, c'est faisable. Donc c'est se mettre à niveau. Et puis, il y a un deuxième pilier sur lequel il faut investir, c'est comment devenir compétitif. C'est-à-dire comment utiliser ces magasins, ces conseillers. Alors, on a un peu l'impression que je réinvente l'eau chaude. Hein. Je suis sûr que tout le monde se pose la question, mais en tout cas, Walmart nous donne des clés sur comment réinventer le modèle, comment aller plus loin, comment faire du projet d'entreprise d'un distributeur vraiment le fer de lance d'une rénovation complète
qui va du développement du e-commerce à finalement au développement du commerce physique, mais enrichi, augmenté, comme je disais tout à l'heure, par tous ces services, toute cette technologie qui aujourd'hui peut être mise à profit pour améliorer le service client. Voilà, j'en ai terminé. Je voulais vous remercier pour ceux qui ont accepté de me suivre sur ces 3 sessions Amazon, Alibaba et Walmart. Je vous dis juste aussi en conclusion que nous, au sein d'Havas, donc Havas Bruxelles aussi, Havas Belgique, on a travaillé sur énormément de méthodologies pour à la fois analyser les business models des distributeurs et les accompagner dans leur transformation de modèle, leur transformation digitale, donc avec les équipes d'Havas, notamment toutes les équipes de Christian, David, bien entendu Anne, enfin tout Hugues aussi, d'Havas Media, on est tous là à votre disposition si vous le souhaitez pour aller plus loin et vous montrer comment on peut accompagner un retailer dans son développement. Voilà. Encore une fois, merci de votre écoute et puis je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci. Merci beaucoup Vincent, c'était une fois de plus pour la 3e fois, donc hyper intéressant. On va amorcer en fait les questions oui mais moi avec une question en fait qui intéressera en fait tous ceux qui nous suivent, parce que l'exemple de Walmart est naturellement un exemple pertinent, mais en tant que spécialiste, en tant qu'analyste, est-ce que tu vois effectivement des possibilités de développement de ce même type en Belgique, en Europe? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà en fait en train de suivre ce chemin pour justement résister aux offres digitales très importantes que sont les Amazon et les Alibaba? Oui, il y a pas mal de distributeurs qui sont en train de s'organiser un peu partout en Europe. Donc on voit Tesco est en train de bouger assez fortement avec des partenariats très intéressants, notamment avec des magasins de petite surface et de proximité où justement ils proposent de la livraison et donc ils avancent très fort là-dessus. Carrefour prend pas mal d'initiatives. Leclerc en France est vraiment en train de s'organiser pour livrer et pour mettre en place aussi tout un tas de services assez nouveaux pour leurs clients. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, les distributeurs alimentaires notamment, qui sont ceux qui sont les plus riches. Pas perdre de vue que, pour vous donner un titre de comparaison, Amazon, on n'a pas les chiffres officiels, mais on va dire que c'est entre 6 et 8 milliards de chiffre d'affaires en France. Carrefour, c'est 40 milliards de chiffre d'affaires en France. Donc Amazon reste un petit acteur finalement, enfin un petit, il faut toute proportion garder, un petit acteur du retail en France. Et c'est un peu le cas partout en Europe. Donc en fait la bataille là qui va démarrer, hein, qui est pour moi la 2e bataille, qui sera la plus difficile pour Amazon aussi, qui va être le frais, va se faire en face d'acteurs qui sont très puissants. Qui ont une logistique et puis un sourcing des produits frais qui est très robuste. Donc, aller les chercher ne sera pas simple. Donc, on le voit, Amazon, en France en tout cas, ils ne rachètent pas encore des distributeurs, mais ils commencent à signer des partenariats comme ils l'ont fait. Ils ont commencé à le faire en Espagne, en Italie, ils le font en France avec Casino. Ils commencent à s'associer avec Casino et Monoprix en France. Donc jusqu'à présent, le deal Amazon était avec Monoprix. Là maintenant, il commence à s'étendre à Casino. C'est la même chose aussi en Espagne. Il s'est accoquiné avec le 4e retailer espagnol. Donc il prend pas les plus gros. Il prend des petits qui ont des surfaces petites et moyennes. Et en fait, il s'associe avec ces distributeurs-là pour mettre en place et mettre à profit sa logistique et sa livraison. Donc, c'est une façon de se développer dans le frais sans forcément racheter des entreprises. Mais voilà, donc en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la bataille, elle a commencé et que c'est la prochaine, en fait, à laquelle qu'on va voir se dérouler devant nos yeux, d'autant que, vous l'avez vu, hein, il y a beaucoup de startups qui se sont créées autour de ce qu'on appelle aujourd'hui le quick commerce, hein, c'est-à-dire la capacité à livrer en moins d'1 heure, voire même en moins d'une demi-heure, voire en moins d'un quart d'heure dans certaines villes. Donc voilà, c'est un peu ce vers quoi on va là dans les 5 prochaines années.
A second question that will be in English. Do you think that it would be possible that Walmart and Amazon will have exactly the same business model within 5 or 10 years? Yes, it's a very good question. Yes, we can say that the two competitors finally converge through the same strategy. It's true. I don't know exactly. We can say that the both want to take the best in the click and mortar model in the case of Amazon, and in e-commerce and marketplace model in the case of Walmart. I don't know if at the end the both competitor will make the same business model, but yes, we can say that the two model converge. Yes, it's true. And the second question in English: what do you think of the shops of chains like Wundermart with no people at the checkouts? I think it's the future. Because I was in Seattle to see the first Amazon Go 4 years ago, and for me it's totally amazing because in your mind just after go out to the Amazon Go, in your mind something happened and you don't understand after that you need to pay and you need to stop at the cashier to pay. It's not normal. It's not. Yes, it's not easy. It's not simple in the mind. And I think we will see in the future a lot of new shops with without cashier, especially in the little shop. For example, in the downtown city, I think if you need to buy something very quickly and you don't want to stop at the cashier, you will be very seduced by this kind of new shop, of course. Une question en fait qui est aussi une question de circonstances. Donc depuis 2020, la planète entière vit un peu au rythme d'une pandémie. Quel est l'impact de cette pandémie justement sur ces nouveaux développements dans le monde du retail? Est-ce qu'effectivement ça peut donner un coup d'accélérateur ou au contraire la crise, le problème des coûts, etc. peut aussi plomber les initiatives? Alors si on se place purement d'un point de vue business model et implémentation de la technologie dans les magasins, on peut dire que la pandémie a été un formidable accélérateur. C'est-à-dire que jusqu'à présent, honnêtement, l'usage du QR code était principalement, on va dire, déployé en Chine et pas spécialement en Europe. Là, on voit qu'aujourd'hui, tous les magasins, n'importe quel resto aujourd'hui fait appel au QR code. Le paiement sans contact aussi a très fortement accéléré. Donc, on peut dire que la pandémie alors je ne sais pas si le mot est bien approprié, mais nous a fait gagner 5 ans sur la mise en place de technologies dans les magasins. Ça, c'est vrai. Après, on constate aussi avec cette pandémie que la peur qu'elle a générée fait que les consommateurs ont du mal à aller dans les grands magasins. En tout cas, il y a plus de difficultés à aller dans les grands magasins parce que qui dit grand magasin dit beaucoup de personnes qui ont touché les produits, potentiellement peuvent s'infecter, etc. Donc, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les grands formats. C'est une bonne nouvelle pour les petits formats. C'est une bonne nouvelle pour les magasins bio. C'est-à-dire que la pandémie a suscité pas mal de changements dans les attitudes et les besoins des consommateurs qui se ressentent finalement sur l'essentiel de leur vie quotidienne. Nous, en France, je ne sais pas si vous l'avez vécu en Belgique, mais en France, par exemple, au municipal, il y a énormément de listes écologiques qui sont passées dans les grandes villes. Donc, il y a eu un switch dans l'esprit des citadins qui ont décidé de voter écolo. Et pourquoi écolo? C'est pas uniquement pour des raisons, on va dire, bon, aussi la planète, bien sûr, mais c'est surtout parce que les écolos sont sans doute le seul parti qui s'approprie le quotidien des gens. C'est-à-dire les écolos ont pour vocation de rajouter des arbres, des vélos, limiter les voitures, la pollution, etc.
On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, concrètement, ils le font. Et on voit bien que les consommateurs attendent ce type de solution, c'est-à-dire une amélioration de la vie quotidienne de façon très, très proche, en grande proximité et au quotidien. Donc voilà les deux grands changements. Un retour aussi au local, donc à la consommation locale, à la souveraineté économique. C'est des choses qu'on voit émerger un peu partout dans le monde, parce que là aussi, tous les habitants, tous les citoyens du monde se sont sentis un peu en danger quand les masques ont commencé à manquer, quand on sait que la plupart des vaccins sont produits ailleurs qu'en Europe, etc., que on a failli manquer de produits essentiels alimentaires, hein, les pâtes, la farine, etc. Donc tout ça a fait peur. Donc on voit aussi dans les tendances un retour au local très fort. C'est une bonne chose d'ailleurs. On verra après ce que l'avenir nous dira, mais voilà. Mais voilà, Vincent, un tout grand merci pour ce troisième volet. Donc, on a fait vraiment un triptyque très, très, très intéressant. Donc, un grand merci. Et effectivement, si quelqu'un a des questions à se poser en matière de retail et de transformation du monde du retail, je crois que tu es un interlocuteur de premier choix. Bah, écoutez, c'est gentil. Prochainement, les articles retail dans son numéro de septembre. Très bien. Et à très bientôt. Dank u wel, Vincent, voor dit mooie drieluik. En dank u wel aan de kijkers, luisteraars, om dit mee te maken. Écoutez, merci à vous en tout cas, merci à Pu pour toute l'organisation. Je sais que ça n'a pas été simple, hein, les sous-titres, voilà, toutes ces choses-là qui sont pas forcément simples, mais j'ai été ravi de bosser avec vous. Les équipes sont formidables. Merci de votre accueil et puis peut-être à une prochaine fois. Voilà. Et le bonjour à tous les Belges. Merci. Au revoir.